Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite les nouvelles du jour avec la grosse nouvelle. Oui, on sait que la SEC attaque Ethereum, mais on a eu quelques heures après. La grosse news, c'est que BlackRock se lance sur Ethereum et va lancer son propre fonds de gestion qui va s'appeler Buld, BUDL exactement, dans lequel ça va être un jeton stable, donc une crypto qui va être stable à 1 $. Attention, on réfléchit à ça, on se dit, ça ressemble quand même vachement à un stablecoin. Oui, mais non, c'est différent parce que c'est la dernière évolution de leur stratégie en matière d'actifs numériques. Et oui, il faut savoir que tout simplement, vous mettez vos stablecoins dessus, enfin, excusez-moi, vous achetez leur stablecoin, non, on refait, vous achetez leur crypto qui ne ressemble pas à un stablecoin, qui n'est pas un stablecoin, parce que derrière, il vous donne un rendement. Étant donné que derrière ce stablecoin, nous avons un placement qui est effectué. Ce placement correspond principalement à acheter des bounds, et tout type de bounds un peu de ce style-là, donc c'est-à-dire majoritairement des achats sans trop de risques, dans lequel on va avoir un rendement dans les alentours de 3, 4, 5%. Clairement, ce qui est en train de se passer, c'est que BlackRock est en train de transférer son back-office, donc toute la partie gestion d'actifs, qui lui coûte un bras, vraiment un bras, directement sur la blockchain, et je pense qu'on va avoir toute une série de licenciements chez BlackRock dans pas si longtemps que ça, parce que ça va leur coûter 100, 1000, même voire même 10 000 fois moins de le gérer de cette façon-là. Clairement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils veulent offrir une offre stable de 1 $ par token, et que systématiquement, il y aura des nouveaux tokens qui seront mintés, qui seront créés directement tous les jours, en correspondance des rendements qui ont été récupérés. Donc là, on parle forcément des bons au trésor américain, tous les contrats d'agrément de réachat, enfin, globalement, c'est des choses qui sont plutôt légitimes, et on est à 2, 3, 4%. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se retrouve quand même dans un business qui est quand même très très proche de celui du stablecoin, alors qu'on est en train de rentrer dans une législation autour du stablecoin, et qu'on est en train de mettre la pression à qui? À Tether. Tether, on sait que c'est certainement la boîte qui brasse le plus d'argent, ils ne font strictement rien, ils ont l'argent, et à côté, ils impriment de l'argent avec l'argent que vous leur donnez. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée dessus, vous cherchez Tether, vous trouverez directement la vidéo dans laquelle je vous explique en quoi c'est le meilleur business model qui existe, dans lequel ils n'ont rien à faire, et forcément BlackRock a très envie d'avoir ça, mais légèrement différent, pour pas dire que c'est un stablecoin. C'est un peu l'idée. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir que BlackRock se définit pas comme étant un stablecoin, mais se définit comme étant une securities. Très important, gardez-le en tête dans quelques instants. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va avoir derrière BitGo, forcément, classique, Coinbase, classique aussi, et Fireblock, classique aussi. D'accord, les grands institutionnels qui s'occupent des institutionnels sont toujours bien présents. Là, c'est vraiment un gros signal, à savoir que la blockchain sélectionnée, c'est Ethereum. Plutôt logique, on a vu un lancement de 100 millions de dollars dans lequel on a eu des déplacements structurels qui ont été effectués, et forcément, il y a la notion du RWA qui rentre en compte. RWA étant Real World Asset, le fait de tokeniser des assets réels. Là, on parle de tokeniser quoi? De tokeniser des bons au trésor américain et tout type d'achat de ce style-là. Donc, on est dans de la tokenisation. Alors, est-ce que ça existait avant? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est le fait que ce soit BlackRock qui lance ça? Est-ce que ça a un impact? Oui, bien sûr, voire même énorme. On a des cryptos qui ont décollé, ce qui est le cas de Hondo Finance, parce que Hondo Finance, on sait qu'il y a une relation très forte avec BlackRock. On sait qu'il y a Rio, par exemple, qui a décollé très fortement à l'annonce. À l'annonce, on voit qu'on a pris combien? Tac, quasiment 40% en une bougie. Je pense que c'est pas terminé, à savoir que Rio, on en a parlé sur le groupe privé, on a parlé à cette époque-là, on était dans les alentours de 0,10, on a reparlé qu'on était dans les alentours de 0,5, et globalement, il y a eu quoi? Un x10 là, et un x5 là, en fonction des différentes expectatives. Donc, on a des grosses performances sur le RWA, grâce juste à quoi? À cette annonce-là. Au fait que BlackRock dit utiliser de la blockchain, et pas n'importe laquelle en plus, on parle de Ethereum, celle que la SEC veut classifier comme étant une securities. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que BlackRock, dans sa définition, dit clairement que ce sera une securities, qu'elle n'est pas enregistrée à la SEC, et que peut-être elle ne sera même pas disponible sur le marché classique, donc c'est-à-dire un enregistrement à la SEC aux USA, et donc valable aux USA, achetable aux USA,
Et ils définissent aussi que ce ne sera pas listé dans les exchanges et que certainement on aura plus d'informations sur la capacité de pouvoir investir dessus. Mais encore une fois, on est dans un actif qui n'a pas vocation à nous toucher, nous, mais toucher des institutionnels, toucher le monde externe, en fait, hors blockchain, hors crypto. C'est exactement ça, c'est diminuer les coûts de gestion et proposer en fait un nouvel asset simple, efficace, dans lequel on a accès à tout, et on sera full custodian, c'est-à-dire qu'on pourra choisir où est-ce qu'on déplace les fonds et comment on les gère, et ça c'est excessivement positif. Comprenez bien que les asset managers attendent ça, quelque chose où on n'a pas à se poser les questions sur quand, comment je gère tout ça. Donc c'est vraiment un gros bon pour le RWA, c'est un gros bon pour Ethereum, et je pense que forcément ça sort la SEC versus Ethereum parce qu'on a la demande des ETF spot Ethereum. Je rappelle qu'il y a quand même des ETF futurs Ethereum, mais on refuse les spots, hein. Attention, on refuse, on retarde les spots, mais on se prépare à se donner suffisamment de force pour pouvoir les refuser, à savoir qu'on a le géant qui est en train de rentrer totalement dans le game. Bon, je pense que ça va être très rigolo dans les mois qui viennent. En tout cas, je pense que ça va être un combat qui va être très important à suivre. Ensuite, nous avons un déluge de pré-sale et d'investissement. On le voit bien, Paradigm qui a levé 55 millions de dollars pour les EK-Proof, donc forcément gros narratif. On va avoir, Expresso qui lève 28 millions de dollars, encore une fois en série B, donc ça lève énormément d'argent. On a un narratif qui est vraiment très fort actuellement. Et on a quand même la nouvelle du jour, c'est que Solana est déclarée comme étant la plus populaire de ce début d'année. Et oui, quand on regarde un petit peu, et ça c'est quand même assez fort, c'est 50% du volume, de l'intérêt du volume qui a été récupéré par Solana. On regarde Ethereum, c'est 12%. Alors Ethereum, forcément, avec les frais qui sont chers, il faudrait regarder l'ensemble de l'écosystème Ethereum, donc tout ce qui est EVM compatible. Même avec ça, on serait très loin de la moitié, donc des 50% que récupère Solana. Alors, ce qui est intéressant de voir et qu'ils ne le disent pas là, c'est que on a une augmentation réellement depuis à peu près mi-février. D'accord, la cannibalisation s'est effectuée depuis mi-février avec cette notion de même saison que l'on a eu sur Solana, qui est terminée, donc ça devrait se calmer un petit peu plus. Mais c'est intéressant de noter que en quelques actions, on peut cannibaliser une grosse partie du volume. C'est dommage que ce soit à travers des mêmes coins, mais après c'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, si vous êtes en commentaire et que vous aimez mon contenu, vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi et surtout ça me fait très plaisir. Ensuite, on attaque les nouvelles macros avant d'aller faire un petit tour sur forcément notre ami ETF Spot Bitcoin. Nous avons les chiffres des PMI qui sont sortis. 51 en service, on sait que le service a un petit peu de mal en dessous, mais en fait ça a très peu d'impact, on voit que c'est plutôt stable. Cette stabilité donne du corps en fait à la poussée du S&P 500, à la poussée du Nasdaq, et moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est vous montrer, là on se rapproche de la fin du trimestre, premier trimestre qui est vraiment très fort, hein. Je veux dire, S&P 500, regardez-moi cette bougie, enfin je veux dire, oui, c'est normal qu'on se dise que l'économie américaine, bon en fait elle va plutôt bien. Le taux haut en fait impacte assez peu. Les taux hauts qui impactent assez peu, c'est surtout le fait que on est en train de pricer la mise en place du pivot de la Fed, et c'est en train de se diriger vers ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le S&P 500 divisé par l'impression monétaire, qui est cette typologie graphique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a vraiment cassé cette barre-là, on est en train de clôturer le trimestriel au-dessus, et comme je vous l'ai dit, en fait, toute cette zone-là, c'est la mise en place d'une bulle IA, d'accord? N'oubliez pas. Donc là, pour moi, on est en train de valider cette hypothèse-là, donc ça veut dire qu'on est en train de se diriger vers certainement des années qui vont être assez fun sur les marchés US. À côté, sur les ETF, on a quand même pas mal de choses qui sont en train de tomber. On va avoir Good Value qui nous donne l'information comme quoi le gouvernement japonais est en train de réfléchir à inclure du BTC dans son portefeuille. On n'a pas de visibilité sur 1%, 2%, 10%, 100%, mais on regarde que ça pèse quand même 1500 milliards de dollars. Donc c'est quand même très conséquent, peu importe le pourcentage qu'ils émettront et qui incluront dedans, ça représentera quand même une manne très conséquente de 15
milliards pour 1%. Si on va dans les alentours de 2, 3, 4, 5%, on peut aller déjà dans les 70 milliards et c'est très très conséquent. Moi, ce qui est vraiment très intéressant par rapport à ça, c'est le fait que ce soit un fonds de pension japonais, donc déjà très conservateur de base, qui est en train de se statuer si oui ou non on va rentrer sur le Bitcoin. Et ça rentre aussi dans d'autres informations qu'on est en train de trouver, que on a des gros institutionnels qui sont en train de mettre en place une réflexion autour de Bitcoin pour Q2. Et oui, parce qu'il y en a qui étaient prêts en amont, c'est généralement les précurseurs, et il y a les autres qui sont en train de regarder en disant, bah ouais, mais en fait ça existe, c'est en train de rentrer, c'est peut-être pas mal, le temps que je fasse valider à mon board ou à mon comité de validation des inputs et des invests, la mise en place d'une partie du portfolio en Bitcoin, ça prend du temps, donc forcément il faut driver de l'argent, il faut driver des inflows, il faut faire valider en fait un ensemble de choses, ça va prendre du temps, et donc du coup en Q2 on devra avoir certainement de nouveaux acteurs qui vont revenir alimenter notre ETF. Ce qui est bien parce que du coup Grayscale est toujours en train de diminuer, hein, c'est la vague violette en bas, on voit que ça diminue grandement le nombre de bitcoins détenus, à savoir qu'on a quand même des gros outflows, hein, donc des grosses ventes massives. Grayscale Capital le 19, 600 millions vendus, hein, forcément ça a fait chuter le marché parce que BlackRock n'a pas réussi à absorber la totalité. On voit que là on a une petite journée pour BlackRock mais une grosse journée pour Grayscale, hein, moins 445 millions, donc ça c'était le 20. Et quand on regarde les chiffres du jour, ça va être un peu identique, hein, je pense. On est sur un inflow négatif, encore une fois, moins 1400 bitcoins qui ont été donnés, donc ça veut dire que soit on a eu beaucoup de ventes sur Grayscale, ce qui ne m'étonnerait pas, soit on a eu une diminution des ventes de Grayscale, et du coup, peu d'achats côté BlackRock, mais ce qui ne m'étonnerait pas aussi, encore une fois, je vous ai dit que ça allait être cette semaine qui allait se faire comme ça. On est en train de clôturer la semaine ensemble, et donc c'est normal d'avoir cette phase de respiration, et donc on va certainement clôturer la semaine dans quelque chose qui va ressembler à ça, où on a eu un rejet de l'ATH, mais qui est en même temps normal, qui est quelque chose que l'on voit régulièrement et qu'on a vu quasiment dans tous les cycles. La seule différence, c'est que là, on est allé chercher la liquidité avant le halving, quelque chose qui est totalement différent, et dans lequel, généralement, cette phase de pré-halving, de préparation du halving, je rappelle ici, hein, on est entre 30 et 40 jours, parce que ça oscille tous les jours, hein. Je veux dire, hier j'ai regardé, on était à 31 jours. Hein. On n'oublie pas que le halving est basé par le nombre de blocs, et non pas une notion de temps. Donc en fonction de comment c'est miné, et de l'ajustement de la difficulté de minage, on aura en fait une variation, et forcément on va rattraper ou non le retard, donc c'est intéressant dans tous les cas de suivre, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on a cassé la TH, l'halving est dans encore 30, 40 jours, pour être un peu plus large, et que du coup, durant cette période-là, généralement, on est censé avoir une respiration de marché qu'on est en train de faire. La seule chose qui est différente, c'est qu'on a une respiration de marché qui se fait au niveau de la TH, dans lequel on a déjà eu, en fait, quand même pas mal de visibilité, et c'est très intéressant de voir à quel point c'est différent, mais en même temps à quel point c'est identique. Parce que si on regarde le MVRV étant la représentation de l'écart entre le prix et ces petites courbes bleues qui représentent en fait les bénéfices latents des détenteurs de Bitcoin, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois que l'on casse en fait la TH, à chaque fois qu'on casse le top, par exemple, hop, ici, on voit qu'on est dans des phases, ici, de ce niveau-là, dans les alentours de cette courbe, de ce niveau entre 2 et 4, à peu près dans les 3. C'est le cas des différents cycles, je vous invite à aller vérifier, et c'est exactement où on s'est placé. La seule différence, encore une fois, c'est que nous, dans ce cycle, nous n'avons pas de halving. Le halving n'est pas encore fait. Et ça, c'est très très important parce que ça change quand même pas mal de choses dans la structuration réelle de ce qui est un bull run cyclique, ce qui a été défini comme tel par les cycles de 4 ans. Donc on a quand même un changement drastique de ce côté-là et qui pourrait être excessivement positif avec une accélération très forte par la suite. Mais ça, on en discutera samedi, si ça vous intéresse. On va passer en revue les particularités de ce cycle, et vous allez voir qu'il y a plein d'informations qui sont positives, voire même très très positives. Il faut juste pouvoir en profiter, et je vous donnerai toutes les infos. Court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on tient quand même très très bien. Je vous avais dit que les lots étaient quand même de plus en plus rapprochés, on voyait une diminution réelle de l'impact qu'il pouvait y avoir. C'est en train de se confirmer là, qui n'est pas encore confirmé pour moi, hein. Il va falloir attendre un petit peu, il faudrait casser ce high là. Si on va chercher la liquidité et qu'on stabilise au-dessus quelque chose comme ça, là on aura en fait un véritable signal comme quoi, ça y est, cette première phase de correction elle est terminée, on va aller pousser à la hausse, on va certainement casser 74, on consolidera au-dessus, on verra si on a une deuxième jambe
qui se mettra en place ou pas, parce qu'il y a une théorie comme quoi on aurait en fait la 3e jambe qui serait là, et donc on repartirait là. J'y crois assez peu, pour moi c'est plus une forme de respiration classique que l'on pourrait avoir, donc il va falloir juste, encore une fois, patienter, voir ce qui se passe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la zone de support tient très très bien, donc là, il faut impérativement casser et récupérer la liquidité qui est là. Parce que si on regarde un petit peu où se trouvent les liquidités, vous allez voir que c'est super intéressant. On est dans les alentours de 69 000 $, donc forcément beaucoup de liquidités où bah, ici, en fait, au niveau de la résistance. Donc il est fort probable d'aller chercher cette liquidité-là, à minima, et ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'on s'instancie au-dessus, donc sous-entendu, on clôture à minima en 2 heures, voire 4 heures idéalement au-dessus de ça. Ok, ça veut dire que potentiellement on peut avoir la force pour aller chercher. Idéalement, on fait un petit pullback, hop, petit pullback, on repart. Là, on aura une véritable entrée très très forte pour avoir une continuité haussière et une fin de retracement. Encore une fois, la seule chose qui me gêne par rapport à ça, c'est que théoriquement, on est censé avoir une zone de respiration. Encore une fois, théoriquement, on n'est pas censé avoir cassé le high. D'accord? Théoriquement, on n'est pas censé avoir un ETF qui injecte régulièrement 500 millions de $. Donc voilà, la théorie c'est bien, mais à un moment donné, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Je verrais bien quand même une zone de latéralisation qui serait située entre 73 000 et les alentours de 62 000, les deux bornes qui ont été définies là, qui seraient cohérents pour les 30 prochains jours, avant de pouvoir repartir, qui serait une forme de réaccumulation de week off. Quand on regarde l'order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a l'open interest qui se calme, donc on a bien une reprise qui n'est pas portée par l'open interest, donc on est dans une forme de stabilisation. On a ici les positions des top traders qui se maintiennent très fort, donc ça veut dire qu'on a bien des rachats. On a le funding rate qui est bien solide, donc ça veut dire que on a assez peu de levier qui est en train de se mettre en place, donc c'est très très positif. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est où se positionnent les liquidités. On voit qu'on a bien la liquidité à aller chercher au-dessus du top des 68 000, hein, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'autre liquidité est toujours bien présente entre 60 et 62, qui est le lot qui a été effectué, donc qui sont les deux zones à surveiller assez rapidement. Et je ne vais pas trop parler d'Ethereum maintenant, parce que je vais vous faire une vidéo spécifique aujourd'hui sur Ethereum. C'est important de parler du RWA dans Ethereum, et Ethereum en tant que tel. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, et c'est très important de rester à jour. Ça va être à 13h30. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, un petit like, un petit partage, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me fait très plaisir, ça soutient le contenu que je vous fais. Et on se retrouve donc à 13h30 pour parler d'Ethereum.